Bon, mais moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner Sally Diem, que je connais maintenant depuis plusieurs années. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance dans le parcours oralité, puisque Sally a rejoint le master oralité au moment où, à vrai dire, il a été créé à l'INALCO. Mais avant de rejoindre le parcours oralité, Sally avait déjà finalement un parcours qu'elle avait fait en Master 1, en Master 2, concernant la littérature, pas justement l'oralité, mais la littérature. Elle avait travaillé en particulier sur un roman Wolof de Boubacar Diop. Et elle avait aussi travaillé sur l'écriture féminine en Wolof, et donc en particulier sur le premier roman d'une auteure, d'une femme, en Wolof, c'est-à-dire Younous Dieng. Et voilà, ça c'était déjà son parcours. Elle s'intéressait donc à la littérature, à la fois donc au roman et à la fois aux femmes. Et ensuite, elle va donc compléter ce parcours avec le parcours oralité, et elle va le consacrer à la poésie, cette fois-ci, poésie orale féminine, en particulier dans les cérémonies de mariage, toujours dans le domaine Wolof. Et comme son master a attiré beaucoup, en fait, a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, elle a continué, donc elle a approfondi avec un doctorat sur la poésie orale féminine dans le mariage Wolof et les chants de naissance, les bouts Sénégal. Pour ça, elle a fait un travail, plusieurs missions. Elle a collecté un énorme corpus et elle a déjà d'ailleurs publié sur le site de ELAF certains de ses travaux, mais je pense qu'elle va vous en parler elle-même. Je voudrais aussi souligner qu'elle connaît plusieurs langues, ce qui lui permet évidemment de faire un travail de terrain qui est extrêmement riche et de pouvoir collecter des corpus dans plusieurs langues et de faire en plus des comparaisons donc, de ces corpus ensuite. Donc, je vais vous laisser la parole, Sally, et vous laisser parler de ce travail qui est passionnant depuis plusieurs années. Merci, Madame Bouchot. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Alors, normalement, oui, vous l'avez. Alors, je ne maîtrise pas tout. Je retourne. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? OK. Partage. Voilà, très bien. D'accord. Vous voyez mon écran? Oui, vous pouvez même agrandir encore un peu la page si vous voulez, mais on voit très bien. D'accord. Bon. Ce sera un exposé. Voici le plan. Je vous remercie. Je remercie, comment ça s'appelle, l'école doctorale de Blidam de me donner l'occasion de partager mes recherches avec mes professeurs, mais également avec les doctorants. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter, Madame Bouchot l'a très bien fait. Donc, ma recherche et mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Nouvelle recherche en oralité ». Moi, je mets un S en oralité. En oralité, la poésie orale féminine. Wolof, mais également Lébou, même si chez les Lébou, je ne me suis intéressée qu'à un seul répertoire. Donc, c'est un sujet très vaste, mais je n'ai étudié que quelques répertoires, 5 que je vous présenterai plus tard. Donc, voici mon plan. Je vais d'abord parler de mes différentes enquêtes de terrain, la présentation des répertoires que j'ai abordés dans le cadre de mes recherches. Je parlerai un tout petit peu de l'analyse, comment j'ai analysé les différents répertoires et quelques résultats de ma recherche. Donc, la recherche que je vais vous présenter, je l'ai entamée de 2015 à 2018.
donc en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal. Je pense que tout le monde connaît le Sénégal. Donc, je dirais juste un petit mot sur la langue, le Wolof. Donc, le Wolof, c'est les Wolofs. C'est la langue, mais également l'ethnie. C'est l'ethnie majoritaire, numériquement majoritaire au Sénégal. La langue, qui s'appelle également le Wolof, est parlée par environ 80% des Sénégalais. C'est parlé par les Wolofs, mais aussi par les autres ethnies. Donc, c'est la langue de communication interethnique. Mais la langue a également le statut de langue nationale au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Les Lébou, qui sont considérés comme un sous-groupe des Wolofs, mais quand même avec une différence, vivent principalement à Dakar, mais également dans la région de Thiès. Donc, Thiès, c'est à quelques 70 km de Dakar. Donc, pourquoi entreprendre des recherches sur la poésie orale féminine? Je suis partie d'un constat. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de recherches qui sont consacrées à cette poésie orale féminine. Donc, c'est cette poésie qui est chantée dans des cérémonies familiales. Et les rares publications sur ce domaine sont principalement des mémoires de fin d'année, de fin d'études, des mémoires de maîtrise ou des thèses, comme celle de Maria Mandoy, qui est publiée en 1991. Là aussi, Fatoumata Baldé en 2000, Momar Sissi en 2010, Mbaye Gaye en 2016. Donc, je me suis intéressée un tout petit peu à ce que Momar Sissi a fait parce qu'il a quand même réalisé un travail important et il est une référence par rapport à la poésie orale, on va dire, poésie orale en général, parce qu'il a quand même réalisé un important travail de collecte portant pratiquement sur tous les genres chantés Wolof, mais seulement ces textes sont anonymes et ils sont courts. Et l'analyse ne s'est intéressée que sur les textes laudatifs et satiriques. Et en plus, son analyse est sociolinguistique, donc pas littéraire. Un autre chercheur, Fatoumata Baldé par exemple, et Mbaye Gaye, ils se sont limités, ils ont fait des travaux quand même sur les cérémonies nuptiales, mais ils se sont limités qu'à un seul genre, alors que les cérémonies nuptiales en comptent plusieurs. Donc, les précédentes études littéraires sur la poésie féminine étaient parcellaires en termes génériques, soit orientées vers une approche uniquement sociolinguistique, ignorant ainsi l'aspect littéraire de ces productions. Donc, la poésie orale féminine est souvent considérée comme un genre mineur, car on lui consacre peu d'intérêt. Et il faut savoir que ces chants relèvent du lyrique et abordent le quotidien des femmes. Donc, c'est quand elles chantent quand elles font des tâches ménagères et autres. Donc, ce qui fait que les chercheurs, qui sont majoritairement des hommes, ne se sont pas intéressés à ces genres. Donc, ils se sont plutôt focalisés sur des genres qu'on va dire beaucoup plus glorieux, comme l'épopée, comme le conte, mais pas à la poésie féminine. Donc, pour moi, il était urgent d'entreprendre des recherches sur les chants énoncés lors de ces cérémonies féminines, car non seulement le sujet est rare, comme je l'ai dit précédemment, mais il y a des faits comme le tatouage des gencives qui n'est plus pratiqué. Donc, comme vous le savez, la poésie féminine dépend, comme tout texte littéraire, de la transmission. Or, la transmission en oralité est assurée par la pratique. Donc, si les cérémonies sont moins fréquentes, les textes seront également moins bien transmis. Donc, étudier la poésie féminine permet de sauvegarder ce patrimoine qui risque de disparaître dans quelques décennies, parce que pas mal de cérémonies ne se pratiquent plus, comme je l'ai dit. Alors, à présent, je vais aborder mes différentes enquêtes. J'ai effectué mon premier terrain en 2015, mai-juin 2015, en 6 semaines, dans la banlieue de Dakar, où j'ai collecté des chants de mariage auprès de griottes, principalement, mais également j'ai collecté un autre répertoire, le Walima, que j'aborderai un peu plus tard, mais qui n'est pas énoncé par des griottes. Je reviendrai sur le Walima. Donc, au total, lors de cette première mission, j'ai collecté 71 textes. Et ce premier terrain est réalisé dans le cadre de mon Master 2, Oralité et Anthropologie,
dont le titre du mémoire s'intitule « Poésie orale féminine dans les cérémonies du mariage Wolof ». Alors, après la soutenance de ce master, j'ai décidé d'approfondir le sujet en réorientant cette fois-ci ma recherche sous un autre angle, c'est-à-dire étudier les chants féminins, nuptiaux et de la naissance chantés pendant des étapes particulières. Donc, ces étapes sont considérées comme des rites de passage dans la société, mais également par pas mal de chercheurs. Donc, par rite de passage, j'entends le passage d'un état A à un état B. Donc, et dans la poésie nuptiale et celle de la naissance, ce passage est accompagné de rites, certes, mais surtout de chants, ce qui m'intéresse dans le cadre de mes recherches. Ainsi, dans le cadre de ma thèse qui s'intitule « La poésie orale féminine dans le mariage Wolof et les chants de naissance Lébou, Sénégal », j'ai réalisé 2 missions, donc 2 missions de recherche, toujours au Sénégal. La première qui a duré 6 semaines, décembre 2017, janvier 2018, j'ai mené mes enquêtes dans la banlieue de Dakar, mais également cette fois-ci, je suis sortie de Dakar, je suis allée dans la région de Diourbel, donc une région qui se trouve à plus de 80 km de Dakar. Donc, et dans la dernière mission, la deuxième mission, je suis toujours restée dans la banlieue de Dakar, mais je suis allée à Darmousti, c'est la région de Louga, un peu plus loin quand même, et je suis retournée à Diourbel auprès de d'autres griottes, pas mes griottes quand même, d'autres griottes qui avaient énoncé des chants lors de ma première mission. Donc, j'ai maintenu le contact avec ce groupe. Et parce que dans la première mission, je n'ai recueilli que des chants d'un seul genre. Et dans la deuxième mission, donc j'ai élargi, on va dire, les répertoires. Et ils ont chanté des chants dans les différents répertoires des chants nuptiaux. Donc, dans ces 3 missions, j'ai eu à contacter un nombre important d'informatrices, quand même 15, qui sont toutes non instruites en français et ont le Wolof ou le Lébou comme langue maternelle. Donc, j'ai fait ce choix pour limiter en fait l'influence d'autres langues dans les chansons. Et ce corpus de première main est composé de 159 chants. Donc, il y en a beaucoup plus. Je n'ai conservé que ceux qui sont publiés dans le mémoire de M2 et dans la thèse également. Donc, je disais que ces chants sont énoncés en duo ou en groupe et parfois on a l'intervention du public. Et les chants sont enregistrés lors de fêtes, mais il arrive que je sollicite la performance. Par exemple, j'arrive et que il n'y a pas de mariage qui est prévu parce que en fait, ça part vite. Ce n'est pas des dates qui sont programmées à l'avance. Donc, parfois, on peut venir en quelques jours célébrer un mariage sans pour autant que les gens ne soient au courant. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Parfois, j'enregistre lors de cérémonies, j'enregistre naturellement. Parfois, je sollicite la performance. Par ailleurs, dans le but de limiter l'influence, dans le but de ne pas influencer les chanteuses, j'ai mené l'enquête de façon non dirigée, c'est-à-dire je donnais comme seule consigne de disposer des chants qui relèvent des répertoires dont je compte étudier. Et puis maintenant, c'est elles qui vont chanter. Je ne choisis pas une chanson particulière. Donc, je donne juste cette consigne et puis elle me donne ce qu'elle a. En dehors de la collecte de chants, j'ai également mené une recherche bibliographique parce que quand même c'était important. En France, même au Sénégal, il n'y a pas grand-chose sur ces textes-là, surtout dans les bibliothèques ici. Et la recherche bibliographique avait pour objectif d'établir l'inventaire des travaux réalisés des travaux littéraires, surtout réalisés dans ces genres que je compte étudier la poésie. Et cet inventaire est mené principalement à la bibliothèque universitaire de Dakar, Cheikh Anta Diop, à l'IFAN, au WAC. Mais à l'issue de ces recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'analyses littéraires sur la poésie orale qui m'intéressait.
Alors, j'ai complété cette recherche bibliographique par des entretiens sur les cérémonies qui m'intéressent en particulier et sur l'organisation sociale des Wolofs et des Lébou en général. Donc, cette série d'entretiens s'est révélée beaucoup plus fructueuse que l'enquête bibliographique et j'ai pu présenter la trentaine de rites et de cérémonies parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour le mariage, surtout, et également pour le rite, pour le Bokata, j'en viendrai, je suis en train d'anticiper. Et ce qui a permis de pouvoir présenter toutes ces cérémonies et tous ces rites grâce à on va dire, à ces entretiens. Après la collecte, quand même, de ces chants qui sont quand même nombreux, j'ai procédé à la transcription et à la traduction. Donc, j'ai transcrit intégralement tout ce que j'ai collecté. Après, maintenant, j'ai fait un choix, mais j'ai transcrit intégralement. Et la transcription est fondée sur le décret 85-1232 relatif à l'orthographe et à la séparation des mots. Donc, les langues nationales ont quand même un décret qui permet de vraiment respecter la traduction et la transcription surtout. Et j'ai accompagné les deux versions, la version française et la version Wolof, de notes de bas de page. À chaque fois, je sentais le besoin. Parce qu'il faut savoir que les chanteuses utilisent beaucoup de figures de style comme la métaphore, le sous-entendu, etc. Ce qui fait que les textes ne sont pas forcément accessibles si on ne tient pas compte de certains éléments comme le contexte d'énonciation, le vocabulaire spécifique au genre, au milieu dans lequel il est énoncé, pas mal d'informations qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre les chansons. À présent, je vais aborder le deuxième point, la présentation des répertoires. Alors, dans ma recherche, j'ai abordé 5 répertoires, dont le premier est le Walima. Alors, le Walima, c'est une fête dans la tradition musulmane. C'est une fête organisée pour la mariée et pendant laquelle un repas est servi. Ce n'est que le repas de noces dans la tradition musulmane. Alors, au Sénégal, il y a une fête qui porte le même nom et elle est organisée par les amis de la mariée mais il n'y a pas nécessairement un repas qui est servi pendant cette fête. Et je me suis intéressée au Walima parce que la particularité de cette fête est qu'elle est organisée aussi bien les organisatrices que la mariée qui organise cette fête sont des femmes musulmanes qui portent le voile quotidiennement. Et la cérémonie est festive et animée de chants et de danse, rarement quand même la danse, mais quand même il y a une poésie qui est énoncée. Et le répertoire de ce Walima se singularise par une autocensure, une censure ou autocensure de la chanteuse pendant la performance. En effet, le Walima reprend le répertoire de chants, on va dire, traditionnels Wolof, mais la chanteuse a l'obligation de s'autocensurer quand elle doit prononcer des mots, on va dire, tabous ou qui portent sur le répertoire qui portent sur le jargon de la sexualité. Alors, il arrive sur le feu de l'action que la chanteuse oublie de s'autocensurer et elle prononce un mot qu'il ne faut pas. Et là, c'est le public qui le sanctionne en se taisant. Le public ne reprend pas la chanson. Si la chanteuse ne se rend pas compte, on lui dira que ce mot ne fait pas partie de la chanson. Donc, il y a autocensure, c'est ce qui fait particularise le Walima, chanté par des filles voilées, autocensure, même si on reprend le répertoire traditionnel. Mais quand même, il arrive que les filles créent une chanson, comme celle que j'ai pu publier sur le site de Elaf. C'est une chanson créée par une fille qui fait un tout petit peu la comparaison des conditions de vie des femmes mariées dans le passé et celle de nos jours, et elle aborde également la question du féminisme. Donc, un sujet de réflexion qui préoccupe les femmes en général au Sénégal.
Alors, une petite précision, il faut savoir que les femmes qui chantent le walima ou qui l'organisent sont toutes instruites en français. D'ailleurs, la fête serait née à l'université, le walima du moins, serait née à l'université Cheikh Anta Diop par des étudiantes qui l'ont créé. Et c'est apparemment là-bas où seraient organisés les premières walimas vers la fin des années 90, de 2000. Donc, un genre très nouveau qui n'est pas du tout connu, on va dire. Moi, je connais parce que, bon, j'ai participé, j'ai eu l'occasion d'en organiser. Et lors de mon mariage également, il y avait un walima qui est organisé sans pour autant que je sache que ça a relevé de la littérature orale. Donc, ça date un peu longtemps. Ce n'est qu'en France que j'ai su que ça fait partie de la littérature orale. Donc, bref, ça le walima. Le deuxième répertoire, ce sont des dinkani. Les dinkani, c'est quoi? En fait, les dinkani, qui sont plus connus sur le nom de Woyutiet, sont des chants d'adieu par lesquels on accompagne la mariée quand elle rejoint le domicile conjugal. Donc, le mariage wolof est vu local. La femme se sépare de sa famille d'origine, de ses parents, pour aller rejoindre la famille de son mari. Donc, cette rupture est parfois vécue de façon douloureuse et les amis de l'épouse et ses parentes chantent pour exprimer leur désolation de la voir partir, mais également pour lui donner des conseils, des recommandations afin de bien mener la vie conjugale et de bien gérer son ménage. En résumé, c'est ça les dinkani. Moi, il y a en fait c'est deux parties. Il y a une partie où c'est vraiment un discours énoncé par les parents. La plupart, il n'y a que des hommes qui parlent. Ça peut être le père ou son représentant qui vont conseiller la mariée. Dans le cadre de mes recherches, je n'ai pas abordé cette partie, je n'ai abordé que la partie chantée que je viens de vous présenter. Alors, l'autre répertoire que j'ai abordé dans le cadre de mes recherches est le khahar. Donc, khahar ou accueil de la nouvelle mariée au domicile conjugal. C'est une joute oratoire qui oppose les femmes du village et les amis de la mariée. Donc, c'est chanté généralement lors de secondes noces, quand le mari prend une seconde épouse, une deuxième ou troisième épouse. Et généralement, c'est la première femme qui organise le khahar, même si parfois elle ne participe pas. Mais ses amis vont accueillir comme il se doit la nouvelle mariée. Donc, et il arrive que dans certaines zones, c'est un premier mariage, il arrive que les belles-sœurs organisent le khahar pour la nouvelle mariée. Même si, bon, c'est un peu rare, mais ça existe. Et dans ce cas, bon, on comprendra, les propos seront différents quand il s'agit d'accueillir une coépouse et d'accueillir une belle fille. Bon, les propos seront un tout petit peu différents, mais ça reste quand même du khahar. Alors, pour l'épouse qui rejoint le domicile conjugal, la deuxième ou la troisième épouse, le khahar est vraiment une épreuve parce que présente pendant la cérémonie, elle doit endurer les insultes et les critiques tout en faisant preuve de retenue face à cette manifestation d'hostilité. C'est-à-dire, elle ne doit pas prendre la parole. Et c'est vraiment ce qui est recherché, vraiment tester psychologiquement les qualités de la mariée, si elle peut supporter en fait l'adversité et autres. C'est vraiment une épreuve qui fait que qui est très redouté par les mariés. Elles ne savent pas à quoi ça, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles vont entendre, qu'est-ce qu'on va déballer de leur vie, etc. Donc, c'est assez redouté. Alors, le quatrième répertoire que j'ai abordé dans le cadre de mes recherches est le Laban, ou la célébration de la virginité est chantée le lendemain de la nuit de noces de l'épouse quand celle-ci est vierge. Les chants de ce répertoire sont essentiellement énoncés par une griotte. J'ai oublié de le préciser également. Le khahar, c'est en fait, quand il s'agit de nouvelles noces, la première femme va chercher une griotte qui va chanter le khahar. Donc, le khahar, la principale énonciatrice du khahar est une griotte.
Et l'autre groupe, les amis de la mariée, vont répondre selon leur connaissance du répertoire. Mais vraiment, le khachar et le laban, ce sont des griottes qui sont chargées d'énoncer ces chants. Après, maintenant, on peut avoir d'autres, mais vraiment, socialement, c'est leur rôle. Alors, pour le laban, il se singularise par un langage très cru, parfois coquin. Le laban glorifie la fille qui vient de laver son honneur, parce qu'on considère que garder sa virginité est vraiment laver son honneur, laver l'honneur de la famille, et celle de la mère en particulier. Alors, par ailleurs, cette poésie de célébration de la virginité est également une occasion pour critiquer certaines pratiques comme l'adultère et toute relation sexuelle en dehors du mariage. Donc, vous l'avez compris, cette fête a pour objectif de féliciter la mariée, mais également d'encourager les filles célibataires à rester chastes. Alors, le dernier répertoire que j'ai abordé dans le cadre de mes recherches est le Bekkete ou chant de naissance. Le Bekkete concerne plutôt, mais pour le moment, c'est les Lébou qui continuent à perpétuer cette tradition. Donc, ça désigne le répertoire, mais également le rite de sortie du nouveau-né chez certains Lébou et Wolof. Donc, c'est une fête païenne qui s'est conservée après l'islamisation des Lébou et des Wolofs du Sénégal. La particularité réside dans le fait qu'il n'est organisé que pour le premier enfant du couple, non pas pour les 2, 3, 4, non, juste le premier enfant du couple. Et il est organisé au 7e jour suivant la naissance du bébé. Et la cérémonie est rythmée par un certain nombre de rites qui sont accompagnés de chants. Alors, les chants, ce sont des berceuses d'imprécations et de prières adressées, qui sont chantées pour le bébé. L'ensemble de cette production a pour objectif de protéger le nourrisson des accidents, du mauvais œil, de tous les maux qui pourraient l'atteindre dans sa vie future. Et puis maintenant, après avoir passé à toutes ces étapes, les rites et autres, on considère que le nouveau-né est intégré dans sa communauté car on considère qu'il a suivi tout le processus par lequel il est protégé par les génies tutélaires du groupe ou les ancêtres de la famille. Alors, un mot sur l'analyse. Pour étudier cette poésie que j'ai collectée et les différents répertoires, je me suis posé un certain nombre de questions que j'ai essayé de répondre car l'intérêt de ce travail consiste à étudier ces chants en tant que discours canonique servant à rappeler les valeurs culturelles des Wolofs et des Lébou. Alors, je me suis demandé par quel procédé poétique cette poésie véhicule-t-elle ces valeurs, quelle idéologie sous-tend ces valeurs et quelles sont les fonctions de cette poésie. Étant donné que celle-ci est chantée pour la mariée et pour le nouveau-né, est-ce que pour moi, c'était important de savoir si le discours concerne juste ces deux personnes ou plutôt il s'adresse à l'ensemble de la société? Alors, ce sont cet ensemble de questions que j'ai essayé de répondre. Et j'ai proposé une analyse ethnolinguistique qui tient compte à la fois du contexte de production, de la forme du contenu, et du contenu des textes. Alors, puisque j'ai parlé de rites, certainement, les 3 genres, à savoir les chants d'adieu, le khachar, accueil de la mariée, le laban, les 4 genres plutôt, le bekkete. Donc, ces genres participent à l'initiation de la mariée et du nouveau-né. Donc, j'ai abordé en fait ces genres d'un point de vue anthropologique. J'ai quand même prêté un petit peu attention à ça et essayé de les présenter d'un point de vue anthropologique pour savoir comment la mariée comme l'enfant passe d'un état à un autre d'un point de vue initiatique. À l'issue de cette analyse, je suis arrivée à la conclusion suivante. Donc, je passe au dernier point, les résultats de ma recherche. Donc, l'enquête a démontré qu'il est plus facile de collecter des chants de khachar, des chants d'accueil de la nouvelle mariée, que ceux des autres répertoires.
Cela s'explique par le fait qu'en ville, l'accueil de la mariée est devenu un genre chanté pour toutes les femmes, peu importe leur ethnie, qu'elle soit Wolof, Diola, Serer ou autre. En fait, en ville, surtout à Dakar, quand il y a une nouvelle mariée, on lui chante le haha. Donc, ce n'est plus réservé pour seulement pour les Wolof. Donc, ce qui fait que ce genre puise dans plusieurs répertoires, comme le Garwalé, comme le Tassou. Peut-être j'expliquerai ces termes plus tard, Garwalé. Donc, ce qui fait que, pour ces raisons, les chanteuses ont la possibilité de créer tout le temps de nouveaux chants. Donc, contrairement aux autres, qui vraiment, le répertoire est à peu près, on va dire, fixe, ne bouge pas. Et comme le haha est bien, on va dire, à une continuité, il survit plus que les autres chansons que j'ai abordées, que les autres répertoires plutôt que j'ai abordés dans le cadre de ma thèse. L'autre point est que 4 des genres, à savoir les chants d'adieu, l'accueil de la nouvelle mariée, le khahar, le laban, célébration de la virginité, et les chants de naissance, relèvent de l'initiation, car la mariée, comme le nouveau-né, doit passer par certaines étapes qui sont accompagnées de chants spécifiques. Alors, ces étapes sont également accompagnées d'un nombre important de rites traditionnels dont certains ne se pratiquent plus. Alors, ces rites, abordés dans le cadre de ma thèse, peuvent servir de base pour être étudiés de façon beaucoup plus approfondie par les anthropologues, afin de connaître mieux les pratiques et traditions des sociétés Lébou et Wolof. Il faut savoir que beaucoup de rites sont perdus parce que non seulement on ne les a pas collectés, on ne les a pas conservés, il n'y a plus de pratiques. Et ça s'explique par plusieurs choses. J'y reviendrai, notamment l'islam, la présence de l'islam et autres. Peut-être j'y reviendrai et puis on pourra discuter dans les questions et autres. Donc, ce qui fait que moi, j'y tiens beaucoup et j'espère que les anthropologues vont vraiment approfondir la chose et puis peut-être moi, je verrai plus tard. Mais vraiment, la conservation de ces rites, et puis depuis, on va dire, 5 ans, pratiquement beaucoup de ces genres que j'ai apportés ne sont plus présents dans le mariage. Il y a de nouvelles cérémonies que je peux dire modernes qui sont créées, ce qui fait qu'elles prennent la place de ces cérémonies traditionnelles qui risquent de disparaître d'ici des années si rien n'est fait. Alors, l'autre point que j'ai relevé, c'est que la subversion, qui est l'un des modes d'expression de ces chants, a pour rôle de remettre en question sous forme transgressive l'ordre social et politique, mais cependant, cette remise en question n'est qu'une façon de maintenir les cadres sociaux établis par la société. Certainement pour ça, ceux qui liront le corpus ou la tradition comprendront. Donc, la poésie est parfois licencieuse, subversive, mais ça a un rôle vraiment que l'étude a pu permettre à aborder et permettre aux gens de comprendre pourquoi on a ces mots crus ou autres. Le contenu de cette poésie s'adresse à toutes les couches de la société, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. En fait, la nouvelle mariée, comme le nouveau-né, ne sont que des destinataires, ne sont pas en fait les seuls destinataires du message énoncé dans ces fêtes. En réalité, le mariage, comme le rite de sortie du nouveau-né, n'est qu'un prétexte qui permet à la société de rappeler les recommandations et interdits définis par le groupe. Donc, ce n'est qu'un prétexte, mais le message s'adresse à tout le monde. Un autre point est que malgré les différents changements que la société Wolof et Lébou, que les sociétés Wolof et Lébou ont subi, comme l'islam et la modernité, la poésie orale féminine est restée dans le traditionnel. Alors, elle revient souvent sur le rôle de la femme, qui est de s'acquitter de ses tâches ménagères, de respecter son mari, d'éduquer les enfants selon des normes sociales définies par le groupe. Également, le fait que cette poésie soit chantée en ville, à Dakar par exemple, dans la capitale, n'a pas vraiment d'influence dans son contenu. Donc, on reste toujours dans le traditionnel, même si on note un tout petit peu, mais vraiment de façon négligeable, quelques changements, quelques ouvertures, mais en gros, on reste dans le traditionnel.
Les cérémonies dans lesquelles ces chants sont énoncés donnent aux femmes une liberté langagière peu attestée en dehors de ces femmes. Dans un genre comme l'accueil de la mariée, le haha, on assiste à vraiment une véritable déconstruction des idéaux comme la sanctification des religieux ou des parents, qui sont des personnes pour qui la société voue un respect profond dans la vie courante. Alors, les femmes dans ces événements sont donc, ces fêtes sont pour les femmes une occasion de revoir le fonctionnement de la société, d'émettre des critiques sur certaines pratiques, bref, de donner leur point de vue sur leur quotidien, mais aussi le fonctionnement de la société en général. Alors, un autre point également, le premier rôle de cette poésie orale féminine est éducatif. Donc, j'ai développé plusieurs rôles, mais je prends le principal, on va dire le plus important. En effet, c'est un rôle éducatif. En effet, les Wolofs et les Lébou, comme la plupart des sociétés de tradition orale, privilégient la littérature orale comme mode de communication et de transmission des valeurs et représentations idéologiques de la société. Ainsi, les chanteuses font l'éloge des vertus comme la patience, la générosité, le respect du travail, le respect des aînés, de la parole donnée, la noblesse de caractère, le sens de la droiture, la pudeur, la politesse, la bienséance, etc., etc. Surtout le jom, qui est le sens de l'honneur, qui revient assez souvent dans les textes. Vraiment, ce sens de l'honneur occupe une place importante dans les textes. Alors, un autre point également, les textes critiques, là, on fait l'éloge de ces vertus, mais également les textes critiquent d'autres valeurs, d'autres points, on va dire, qualités, pas qualité, mais caractères qu'ils trouvent comme l'égoïsme, le vol, la calomnie et toute relation sexuelle en dehors du mariage qu'ils trouvent que les chanteuses trouvent comme des antivaleurs par rapport à tout ce qui a été développé en eux. Alors, on aperçoit qu'il y a une certaine volonté de purifier la société de tout ce qui est considéré comme antivaleur. La poésie féminine est donc une poésie d'exaltation et d'exhortation selon le point de vue des Wolofs et des Lébou. Et un point de vue personnellement, l'étude de cette poésie a beaucoup changé ma vision de cette littérature que j'ai qualifiée comme la plupart des Sénégalais d'une littérature, on va dire, des chants licenciés. J'ai compris que cette subversion n'est rien d'autre qu'un mode d'expression énoncé dans des circonstances particulières dont l'objectif est d'amener l'individu à faire son introspection, c'est-à-dire d'être toujours en conformité avec les normes et interdits de sa société. Alors, avant de donner la parole, je vous propose d'écouter 2 chansons. J'espère si la technique le permet. La première est un chant de Dinkane, chant d'adieu, qui est publié sur le site de ELAF. Et un passage de cette chanson a été diffusé sur RFI dans un entretien de Ursula Baumgart. Alors, le second chant est un chant de célébration de la virginité de Laban que j'ai enregistré auprès d'une famille de griottes. Donc, je vais essayer de partager. J'espère que ça va marcher. Alors, non, pas ici. Oups. Je ne sais pas comment faire pour... Il faut d'abord arrêter ce partage et ensuite regarder, prendre le document que vous voulez partager, faire de nouveaux partages. D'accord, nouveau partage. Oui, il faut qu'il soit ouvert, le document que vous voulez partager. Alors, j'avais ouvert J'étais allée sur Internet. Ah non. Bon, je vais vous faire regarder la vidéo en attendant que je cherche. Alors.
Sally, est-ce que vous avez coché la petite case partager le son avant de partager? Ah, vous n'entendez pas? Non, pas bien, parce que je pense que c'est pas coché la petite case. Alors, c'est laquelle? Vous arrêtez le partage sur Zoom. Et Ah vous oui, je recommencez. vais arrêter le partage. Voilà. Et là, vous faites à nouveau partager l'écran. Alors, partager. Et quand vous allez avoir la première fenêtre, est-ce que vous avez bien coché la toute petite case partager le son? Non, je ne l'ai pas. Voilà, donc c'est pour ça. En bas. En bas. Oui, arrêtez le partage à nouveau parce que ça ne va pas fonctionner, je pense pas. En bas à Alors, c'est gauche. où? Voilà, partagez l'écran et une fois que la première fenêtre s'ouvre, avant de cliquer sur ce que vous voulez partager, il y a une toute petite fenêtre en bas. Oui. En bas Partagez à l'audio. gauche. Oui, cochez-le avant. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Alors, l'autre texte, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, c'est pas grave, donc si on n'a pas le temps. Alors, je pense, si, il est là. Alors, je reviens. Partager. Alors, je ne sais pas. Oui, ben c'est pas grave. Regardez, vous avez des fichiers en bas. Le Word, là, qu'est-ce que vous voulez partager? Non, c'était, bon, c'est pas grave, c'était, les gens peuvent aller l'écouter. C'était un autre chant de mariage, mais c'est pas grave. Donc, je vais donner la parole. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que c'était c'était Corpora, c'est ça? Oui. Il apparaissait, Sally. Je pense qu'en cliquant dessus, vous allez pouvoir l'animer. D'accord. Et en haut, dans une sorte de règle en haut que vous aviez au-dessus de Zoom, il y avait marqué Corpora. Alors, j'y suis. En fait, je n'ai pas partagé, je pense. Alors, partager. Écran, oui. Oui. Alors, là, est-ce que vous entendez? Oui.
Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Sally pour cette présentation qui était très claire. C'est bien aussi de nous avoir permis d'écouter deux chants. Peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas la langue, justement, et je pense qu'on est quelques-uns, vous auriez pu nous donner peut-être un petit chant traduit pour comprendre un peu le contenu, illustrer cette langue dont vous parlez. Par exemple, le haha, ça serait intéressant peut-être de prendre un petit chant, pas trop long, pour donner une illustration. D'accord, bon, c'est possible, même c'était possible avec le Bouquet d'Or parce qu'il y avait le texte était traduit. Prenez un autre genre si vous voulez, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez nous donner un autre exemple. Oui, tout de suite, chante juste. Alors. J'aurais besoin d'avoir le truc qui permet de brancher ça, parce que je suis en batterie faible et puis j'ai rien du tout. Apparemment pas, je me suis trompée. Tiens, tu as vu les couleurs? Il faudrait éteindre votre micro, s'il vous plaît, Edith, parce qu'on vous entend. Oui, c'est bon. Alors. Bon, vous pouvez déjà commencer peut-être à indiquer vos questions dans la discussion, ce qui permettra de poser ensuite les différentes questions à Sally. D'accord, alors là, je partage un chant au hasard, un chant de haha. Alors, c'est en fait la façon d'introduire cette chanson est très quand même fréquente dans le haha. On reprend en fait, on reprend un rythme et on crée d'autres chansons avec ce même rythme. Ici, on interroge la mariée parce qu'elle n'est pas un embonpoint, donc on se demande si elle n'a pas le sida, mais en même temps, on en profite pour insulter, pour insulter également. Là, c'est n'a pas la lettre, nouvelle mariée. Ici, bon, on ne parle que d'elle, mais parfois, on peut avoir un autre passage où c'est vraiment ses parents qui sont insultés, son père ou sa mère. Et fréquemment, ou bizarrement, je vais dire, dans mes textes, je vais essayer de voir si je trouve un où on parle du père. J'ai plus de chants qui insultent le père. C'est bon, j'ai essayé, ce sont des hypothèses que j'ai émises par rapport à ce fait, parce que généralement, dans la vie courante, on insulte plus la mère que le père, mais contrairement à ce qui est, on va dire, courant, moi, j'ai le contraire dans ce gros corpus. J'ai plus des chansons qui insultent le père et autres. Alors là, on a est-ce qu'on parle de... Ici, on parle toujours de la mariée. Donc, c'est un court chant de 12 vers où, en fait, on traite la mariée de prostituée parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de raison. Bon, c'est juste, on ne sait pas, soit elle avait un enfant avant ou pas du tout. Donc, c'est juste un insulte. On la traite de prostituée également et autres parce que, etc., etc. Donc, je vous donne la parole s'il y a des questions également, si d'autres veulent voir d'autres chants. Merci, Sally. Il y a une question de la part de Georges Alao, qui se trouve dans le train. Constatez-vous une différence
en contenu et en forme entre ces chants tels qu'ils sont interprétés en zone urbaine et en zone rurale? Oui, oui, un tout petit peu quand même, par rapport surtout principalement au chant de l'accueil de la nouvelle mariée. J'ai constaté, par exemple, en campagne, on va dire en zone rurale, les femmes ont une revendication parce que là-bas, elles ont beaucoup de tâches ménagères et c'est elles-mêmes qui exécutent ces tâches et n'ont pas la possibilité d'avoir une aide ménagère. Donc, elles ont non seulement les tâches quotidiennes qu'elles font, mais également il y a les travaux champêtres et autres. Donc, dans les chansons de la campagne, j'ai remarqué qu'elles demandent, qu'elles sollicitent de l'aide, même si c'est pas dit de façon, on va dire, très, c'est pas dit de façon claire, c'est dit de façon sous-entendue. Elles sollicitent de l'aide de la part de la belle famille, parce qu'il faut savoir que chez les Wolofs, quand la femme rejoint le domicile conjugal, c'est elle qui fait toutes les tâches ménagères, même s'il y a des belles-sœurs et autres. Ces dernières ne participent pas vraiment aux tâches. C'est la mariée qui fait tout le travail de la maison. Alors, dans ces chants, dans les chants énoncés en zone rurale, il y a cette demande. C'est un point que j'ai remarqué. Et à Dakar, on n'a pas cette demande. Alors, il y a autre chose que j'ai remarqué par contre à Dakar, dans les chants, on va dire Dakar, dans la banlieue dakaroise, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'insultes en fait dans ces chansons. Et je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que il y a quand même des insultes dans les chants en zone rurale, mais plus à Dakar. Est-ce les insultes, le fait qu'on les retrouve plus dans les chants énoncés à Dakar, est-ce une façon de remettre en question la polygamie, parce que c'est énoncé dans un contexte de polygamie, parce que à Dakar, bon, il y a quand même une certaine, on va dire, les gens sont instruites, il y a quand même un travail, même si la poésie reste quand même on va dire, comme je l'avais dit, dans le traditionnel. Mais quand même, j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas présent dans la campagne. Il y a plus d'insultes. Est-ce une façon de remettre en question même le fait qu'on ait épousé une autre femme, que le mari ait épousé une autre femme? Donc, ce sont des interrogations en fait, des questions. Je n'ai pas de réponse, mais quand même, il y a une différence dans les deux zones. Là-bas, à Dakar, plus d'insultes. À la campagne, il y a une revendication par rapport à une certaine demande d'aide. À Dakar, les femmes de Dakar peuvent avoir une aide ménagère. Donc, elles n'ont pas ce problème. Donc, c'est principalement, en fait, la différence que j'ai remarqué qu'il faut approfondir et pour pouvoir donner véritablement le pourquoi il y a ces différences. J'espère que j'ai répondu à sa question. Il y a d'autres questions, Sally. Il y a monsieur Mohamedou. Désolée, je ne vois pas le nom en entier. Alors, est-ce que vous pourriez, monsieur, poser vos questions directement, puisque je vois que vous avez deux questions. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors... Est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran pour les questions, parce que du coup, ça nous d'accord. de mieux voir. Voilà. La première question, Sally, c'est pouvez-vous expliquer pourquoi le walima, une poésie traditionnelle, est chantée au cours d'une fête religieuse? Je pense que en fait, c'est pas une fête religieuse. Peut-être que je ne sais pas si la personne a bien compris mes propos. Certes, le terme vient de l'arabe, de la tradition musulmane, on va dire, mais ça a été réutilisé au Sénégal. Mais ça n'entre pas dans le cadre religieux. C'est juste des chansons parce qu'elles chantent, elles dansent. Mais c'est juste le nom qu'elles ont pris et elles lui ont donné un autre contenu. Je ne sais pas si elle a compris. Ce n'est pas une poésie au Sénégal, le walima. Bon, ce n'est pas une poésie religieuse du tout. C'est juste une fête
qui a repris le nom d'une fête, on va dire, musulmane, mais le contenu n'a... Bon, même si l'islam est très présent dans le contenu du walima, mais ce n'est pas vraiment une poésie religieuse. Sally, vous avez dit que ce sont des femmes voilées qui chantent et des femmes instruites et qui font de l'autocensure, si j'ai bien compris. Donc, Oui, et oui, donc, il y a tout de même peut-être un lien quand même avec le oui, religieux. oui, comme je l'ai dit, il y a toujours... Ce sont des femmes voilées. Certes, bon, je vais faire un tout petit peu. D'habitude, les femmes voilées, leur fête, il n'y a pas de musique. Donc, je vais faire un peu l'historique du walima. Il n'y a pas de musique, donc ils ont toujours été critiqués comme des fêtes ennuyeuses parce qu'il n'y a pas de musique, etc. Elles ont essayé de créer quelque chose qui permet d'avoir, on va dire, une musique et de pouvoir partager leur joie. Ils ont pris le terme walima, qui est une fête, un repas de noces. Ce n'est même pas dans la tradition islamique, c'est un repas de noces. C'est juste le terme qu'on utilise pour parler de repas de noces. Alors, elles ont pris le terme walima, qui signifie repas de noces. Elles lui ont donné un contenu qui, au Sénégal, est une fête dans laquelle il y a des chants et des danses, mais elles ont quand même... Merci. Alors, j'ai un intrus. Elles ont quand même donné... Et dans le contenu, elles font attention à leur croyance. Il y a quand même la croyance qui est présente à l'islam. Donc, elles ne vont pas parler, elles ne vont pas énoncer des mots qui relèvent du jargon, on va dire, sexuel et autres. Mais vraiment, ce n'est pas vraiment une chanson où on va, comment on dit en français, où on va prêcher ou autre, mais c'est vraiment récupérer des choses, leur donner un contenu, s'auto-censurer, mais permettre, comme c'est un genre nouveau, pour le moment, elles n'ont pas encore vraiment un répertoire à elles. Elles reprennent des choses, elles essaient d'enlever du contenu, mais ça n'a rien à voir avec la religion, même si celles qui énoncent sont des musulmanes qui portent le voile. J'espère que j'ai été claire. Alors, la personne qui a posé cette question n'est plus présente, mais ensuite, on va continuer avec une autre question. C'est pour les enregistrements, comment réagissaient les griottes ou les personnes qui participaient au mariage? Étaient-elles à l'aise avec ta présence? Avez-vous eu l'occasion de parler ensemble de ton sujet de thèse, puis de l'intérêt des chants? Pour les personnes d'autres ethnies qui ont intégré le hachar, comment l'expliquent-elles? Chez les Diola, par exemple, sais-tu si cela peut être critiqué dans les zones rurales? Bon, ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, bon, je vais essayer de répondre. Après, je vous demanderai de me relancer si j'oublie. Un instant, je vous... Alors, si j'ai bien compris l'une des questions parlant de la collecte. L'enregistrement. L'enregistrement. Alors, l'enregistrement n'a pas été, on va dire, simple. Parce que, comme vous le savez, je porte un voile. Et c'est une poésie qui est critiquée par la religion. Donc, du coup, pour ces femmes, la prise de rendez-vous se passait très bien pour les griottes. Au téléphone, ça se passe bien. Mais dès que j'arrive avec mon voile, c'est compliqué parce qu'elles se sentent jugées. Donc, pour elles, en fait, elles ne peuvent pas comprendre une voilée, on va dire, venir recueillir des chants jugés, critiqués par la religion. Donc, ce qui fait que parfois, elles me proposent, on va enlever tout ce qui est vulgaire. Je dis non, je ne veux pas, je veux vraiment des chansons naturelles. Ou bien je sens qu'elle s'auto-censure, elle s'auto-censure parce que parfois je connais la chanson. Et il arrive des fois que j'interromps l'enregistrement pour demander à voir des chants non censurés. Finalement, je prends les devants, je leur explique que cette recherche, ces enregistrements entrent dans le cadre d'une recherche universitaire et que vraiment, que mon voile ne soit pas un frein à ce travail. Mais elles, malgré tout, elles vont me poser la question plusieurs fois. Tu es sûre de vouloir enregistrer ces chansons? Je dis oui, je suis sûre. Tu es sûre? Je dis oui. Et puis, quand je leur donne, bon,
l'autorisation, entre guillemets, de chanter, de donner des chants non censurés. On a 10 à 15 minutes où vraiment, je vais bien être servi par rapport à... ils vont sortir vraiment tout ce qu'elles avaient comme chanson, on va dire, censurée par la région. Donc, ça n'a pas été simple pour moi, pour elle également. Mais je me sers toujours des premiers, on va dire, des premiers terrains pour pouvoir vraiment expliquer dès que j'arrive à la personne, la mettre à l'aise, lui expliquer que vraiment je suis voilée, mais considère que c'est n'importe quelle étudiante qui est devant toi, donc ne tient pas compte de mon voile, etc. etc. Donc, la première question. La deuxième portait sur quoi? Je crois que vous avez répondu aussi à la deuxième, Sally, par rapport à votre travail, justement, dans quel cadre se situaient ces enregistrements. Ensuite, c'est pour les autres ethnies qui ont intégré le Khachar. Comment l'explique-t-elle? Bon, alors, pour les autres ethnies, c'est assez compliqué. C'est assez, en fait, je vous donne un exemple. Moi, ma tante, moi, je suis Diola, je ne suis pas Wolof, même si le Wolof est ma langue maternelle. J'avais une tante qui se mariait dans le même quartier. Hein. On l'a accompagnée. En fait, il y avait les filles du quartier qui l'attendaient. Et il y avait mes tantes et autres qui étaient présentes. Et comme nous sommes Diola et nous, on n'insulte pas en fait les parents et autres. Et puis les filles sont arrivées. Ils sont copieusement insultés la mariée, ses parents, mais mes tantes n'en revenaient pas. Pendant 2 heures, ils sont rentrés à la maison, mais pendant 2 heures, elle ne faisait que critiquer. En fait, c'était très, très, très mal pris parce que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même conception des choses. Donc, quand il s'agit des personnes qui ne sont pas Wolof, parfois, la réception, elle est négative. C'est difficile, mais quand même, la mariée ne peut rien faire, en fait. Elle ne peut que subir et les autres qui l'accompagnent ne peuvent que subir. Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, pour les filles, ce n'est pas un problème, c'est juste un jeu. Et puis, après le Khachar, la vie continue. En fait, il faut savoir que tout ce qui est énoncé pendant cette fête, que ce soit les insultes et autres, c'est pris pour un jeu. Après la fête, la vie continue. Et la mariée ne tiendra pas compte de tel ou tel propos de qui l'a insulté ou autre. Non, ça continue. Mais quand même, c'est assez compliqué pour les autres qui ne comprennent pas. Bon, Sally, vous avez répondu à toutes les questions de notre participant. Ensuite, c'est Emmanuel. Le caractère licencieux de certains chants ne contredit-il pas la fonction éducative que vous attribuez à vos poésies orales féminines? Non, pas du tout. En fait, c'est une autre façon de communiquer. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pourquoi ces poésies relèvent de l'initiation. C'est assez quand on ne comprend pas, ça peut être contradictoire, mais non. Donc, quand je prends l'exemple du Khachar. La mariée, en fait, on doit le Khachar, c'est l'accueil de la mariée au domicile conjugal. La mariée, elle doit être préparée psychologiquement au mariage. Les Wolofs considèrent le mariage comme un combat. On dit c'est un combat qu'elle doit mener, qu'elle doit gagner. Mais pour pouvoir gagner ce combat, il faut qu'elle soit préparée avant même qu'elle ne soit installée dans son foyer. C'est pourquoi vraiment on la prépare avec cette poésie qui est parfois licencieuse, le Khachar. On la prépare de ce fait, quand elle arrive dans son foyer, elle pourra affronter l'adversité et autres, donc sans problème. Quand on prend le Laban, ce que je n'ai pas dit, c'est comment ça s'appelle, la célébration de la virginité. En réalité, le Laban, c'est une initiation à la sexualité. Donc, qui parle d'initiation à la sexualité, parle de mots crus et autres, surtout du jargon sexuel. Donc, c'est pourquoi en fait, et puis c'est dit entre femmes et pour un but bien précis. La mariée, elle vient de passer sa nuit de noces, c'est maintenant qu'elle doit être initiée à la sexualité. C'est comme ça que chez les Wolofs, c'est comme ça. En fait, il faut qu'elle passe d'abord sa nuit de noces pour qu'on l'initie à la sexualité, pour qu'on la prépare à pouvoir à l'enfantement.
Donc, c'est ce qui explique en fait ces propos qui sont parfois licencieux et autres, mais il faut les reposer, les replacer dans leur contexte. Une fois qu'on comprend le pourquoi, on pourra en fait relativiser et comprendre pourquoi c'est pas contradictoire. Merci. Les questions continuent, Sally. Donc, ces chants peuvent-ils être datés, contemporains, etc., ou autres, ou ont-ils toujours existé dans cette société? Georges Alao. D'accord. Alors, je ne pourrais pas dater, mais je sais que c'est très vieux. Un jour, j'ai regardé un document, on va dire, un document rédigé par les anciens colons du Sénégal. Ce sont des Blancs qui datent quand même du XVIIe ou XVIIIe siècle. Et j'ai retrouvé des chants de mariage. Donc, je ne peux pas dire exactement quand est-ce que ces chansons ont commencé, mais quand même, ça fait des siècles. Alors, contemporains, non, ils sont quand même pas du tout contemporains. Peut-être le Walima, je mets des guillemets, peut-être, mais quand il s'agit des autres répertoires qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus anciens, non, ils ne sont pas contemporains. Et je ne peux pas donner non plus de date. Est-ce que le khachar chanté en sérère, je ne sais pas ce que c'est, par exemple, a la même structure et développe les mêmes thèmes que le khachar chanté en wolof? Alors, je n'ai pas connaissance d'un khachar chez les Sérères. Parce que le khachar, il est quand même particulier et peut-être, mais mes recherches, je me suis renseignée, mais je ne connais que les Wolofs qui pratiquent ce type de cérémonie. Donc, chez les Sérères, peut-être qu'ils connaissent parce qu'il y a plusieurs Sérères et je n'ai pas fait le tour de tous les Sérères, mais je ne pourrais vraiment pas donner le khachar chez les Sérères. Je ne peux pas donner de réponse précise. Encore une question sur la versification. Est-ce que ces textes sont régulièrement versifiés? Les fragments répétitifs comme ceux qu'on voit dans un des textes traduits que vous avez partagés sont-ils fréquents dans ce type de chant? Alors, oui, c'est répétitif. Parfois, en fait, elles reprennent, surtout quand il s'agit c'est toujours deux personnes qui vont chanter minimum. Donc, l'autre va reprendre en fait les mêmes vers, la variation, il y aura quelques qui vont varier, mais c'est répétitif. Et ça permet en fait de relancer la chanson. Donc, c'est long. Et moi, dans le corpus, je n'ai pas en fait coupé les chansons dans la mesure où parfois quand on coupe, on perd des vers. Parfois, c'est long. Je laisse le texte, parfois ça fait 2, 3 pages, 4 ou 5. Mais c'est répétitif. Après, maintenant, il y a l'une des chanteuses qui va insérer des vers différents et l'autre va reprendre en fait le même vers. Donc, j'espère que la question, c'était la répétition et quoi d'autre? Ah, vous avez coupé votre micro. Est-ce qu'ils sont régulièrement versifiés? Non. C'est rare. Bon, pas vraiment. On peut trouver, mais c'est rare. C'est pas du tout versifié. Et la musique, Sally, puisqu'on entend un rythme sur un... Est-ce que c'est un instrument? Parce qu'on ne voit pas très bien. De quel instrument s'agit-il? Alors, la musique, ça dépend des genres. On va dire, il y a un genre, je vais partir du particulier, il y a un genre, le khachar, traditionnellement, l'accueil de la mariée au domicile conjugal. Traditionnellement, il y avait un griot batteur qui participait. Lui, il ne fait que produire la musique, mais il ne participe pas oralement. Donc, c'était son rôle. Mais de plus en plus, les femmes assurent elles-mêmes la musique, certainement pour des raisons financières, parce que ce griot, il faut le payer. Mais les femmes, en fait, assurent elles-mêmes la musique avec des ustensiles de cuisine. Peut-être vous n'avez pas vu, mais c'est une bassine et un seau qu'elles utilisent. Et pendant qu'elles produisent la musique, elles forment aussi d'autres. Il y avait une fille qui participait, une fille, elle était élève pendant l'enregistrement, mais quand même, elle se débrouille très bien.
Il y a d'autres qui vont utiliser des bols en inox et autres. Mais la musique, c'est vraiment des ustensiles de cuisine en général. Comme je l'ai dit, pour des besoins financiers, c'est les femmes qui produisent leur propre musique, en fait, pour tous les genres maintenant. Et aussi peut-être parce que la musique est réservée aux hommes. Les instruments sont-ils réservés aux hommes? Oui, effectivement, les instruments sont surtout tout ce qui est tambour, c'est réservé aux hommes. Il y a une exception faite avec la famille de Doudou Ndiaye Kumborose, pour ceux qui connaissent Doudou Ndiaye, qui a une grande famille et dans sa famille, il y a les filles. Elle a initié ses filles à battre le tam-tam. C'est la seule famille Wolof que je connais qui a des femmes qui produisent la musique avec des tam-tams. Mais sinon, c'est exclusivement réservé aux hommes. Et cette répétition, donc ce rythme répété, peut-être est-il dû aussi à l'instrument, parce qu'on a l'impression que l'instrument a vraiment une cadence régulière et répétée. Oui, en fait, dans la poésie orale féminine, j'ai remarqué que c'est la voix qui dicte le rythme de l'instrument, contrairement à, par exemple, les chants de luth que Abdoulaye Keïta a étudié. C'est vraiment l'instrument qui dicte la parole à tenir. Mais dans la poésie orale féminine, c'est le contraire. Il arrive que, par exemple, la batteuse commence à battre et puis elle annonce une autre chanson. Donc, elle va ajuster en fait l'instrument par rapport au rythme de la chanson. Donc, qui est différent quand même selon les genres. On va retrouver, par exemple, pour le khachar, c'est vraiment un rythme très soutenu, comme les propos arc-but. Donc, c'est un rythme très soutenu. Pour le laban, c'est vraiment élogieux, donc un petit peu plus long. Et pour le Dinkane, les recommandations, vous avez écouté avec Fatou, c'est vraiment très lent. Parce que là, c'est vraiment des recommandations, on prend le temps certainement pour que la mariée puisse bien comprendre ce dont on attend d'elle et autres. Mais ça change en fait d'un char à un autre. Vous avez coupé votre micro. Pardon, est-ce que d'autres personnes ont des questions qui voudraient les exprimer de haute voix sans les avoir notées? Non? Moi, je voudrais savoir si vous avez pensé à faire un parallèle avec les carnavals, puisque ce sont des moments où justement où on agit, on se comporte donc de façon inhabituelle et parfois même de façon violente, grossière. Et on utilise aussi évidemment un langage qui n'est pas justement le langage qu'on peut utiliser d'ordinaire justement, et très licencieux, etc. Et donc peut-être que les études sur le carnaval ou l'importance du carnaval, par exemple, au niveau du populaire, qu'est-ce que ça représente au niveau du peuple comme fête finalement importante dans une année, et avec quel objectif justement, à quoi sert cette fête, quelles sont quelles sont ses implications pour la population, et pourquoi finalement on laisse dans certaines sociétés justement se dérouler ce carnaval qui a parfois plusieurs jours. Voilà. Et donc, évidemment, ici, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas des rites initiatiques, mais tout de même, je pense qu'au niveau du comportement, de la musique, des paroles, etc., on pourrait peut-être faire des parallèles et surtout tenter de s'inspirer aussi de ces études qui ont pu être faites, qui sont certainement beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été faites sur votre genre, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes une des rares à vous intéresser à ces chants de cette façon-là, c'est-à-dire surtout ces répertoires. Et puis, vous avez parlé surtout que vous voulez les aborder d'un point de vue littéraire, ce qui d'habitude n'est pas forcément fait.
Et là-dessus aussi, je voulais savoir si vous vouliez nous donner peut-être un exemple de ce que vous appelez votre approche littéraire, qui divergerait donc d'une approche anthropologique et sociologique, par exemple. D'accord. Par rapport au carnaval, en fait, je n'avais pas pensé, même s'il y a un carnaval chez les Wolofs, le Tamharit, le jour de l'Ashura, la fête d'Ashura, il y a un carnaval, les femmes s'habillent en hommes et les hommes s'habillent en femmes. Donc, ça, c'est assez rare, je pense que c'est le seul, hein, à ma connaissance, où quand même il y a des chants et autres, mais je n'avais jamais pensé à faire le parallèle entre les deux par rapport à cette poésie. Alors, littéraire, je voulais en fait, je ne sais pas si je me suis bien exprimée quand je parlais. En fait, les précédentes études ne parlaient, leur approche portée sur en fait, une approche sociologique. Par exemple, quand je prends Maria Mbeng, elle a fait quand même un important travail, mais elle était déjà dans le département social. C'est la seule que j'ai lue qui a abordé le Bukete. Donc, la seule étude sur le Bukete, très, très rare. Mais c'était vraiment, d'un point de vue sociologique, c'était vraiment ce que ça représente pour la mer et autres, mais pas vraiment étudier les textes de façon, on va dire, le fonctionnement des textes et autres. Ça, c'était assez rare. Alors, même si, comment il s'appelle, Momar Cissé, il a abordé également lui aussi d'un point de vue, son travail est très, très, très intéressant, mais c'est juste qu'en fait, il a privilégié certains, on va dire, gens, ce qui fait que c'est... Ça ne prend, même si ça ne prend pas en compte tous les gens, donc si je dois en fait on va caractériser, il a collecté, on va dire, tous mes 5 répertoires, mais il n'a analysé que l'accueil de la mariée et comment ça s'appelle, la célébration de la virginité. Donc, il n'a analysé que cela, mais l'analyse également, c'est toujours d'un point de vue sociologique, qu'est-ce que ça représente et autres, même si de temps à autre, il parle un petit peu de littérature, mais c'était vraiment, on va dire, limite. Et moi, j'ai essayé de montrer en fait non seulement le contenu de ces textes, comment en fait quelques figures qui sont très, très, très quand même nombreux dans ces textes, quelques figures et leur rôle dans le texte, pourquoi quand elle utilise par exemple telle figure, qu'est-ce qu'elle sous-entend et qu'est-ce que ça signifie en fait dans la société quand par exemple, elle sous-entend que la mariée porte un petit pagne qui ressemble à une langue de porc. Donc, pourquoi le choix de la langue de porc? On sait que les musulmans ne mangent pas de porc. Pourquoi le choix de tel et autres? Mais la signification, en fait, de tout ça dans la société, c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon analyse. J'espère avoir répondu à la question. Je vois qu'il y a M. Alaoua. Merci. Ça donne donc un peu plus une idée de votre approche. C'est important d'expliquer pourquoi vous faites une distinction entre ce qui a été déjà fait et votre approche personnelle. Je crois que George Alao veut intervenir. Oui, je vais essayer. Salut. Alors, j'avais 3 questions, mais je pense que vous avez abordé la dernière qui était que si c'était un homme qui abordait, je ne savais pas qu'il y avait déjà des travaux dans ce domaine, mais ce serait intéressant de comparer le regard que vous avez en tant que femme et la personne que vous venez de citer. Et est-ce que ça change quelque chose, le chercheur ou la chercheuse? Ça, c'était une première question. Deuxième question, c'était votre propre impression, c'est-à-dire en regardant ces chants, en les étudiant, en les écoutant, qu'est-ce que ça a eu comme impression sur vous en tant que chercheuse? Est-ce que ça a changé votre regard en quelque sorte?
Et la troisième, c'était est-ce qu'on peut comparer ce que vous avez vu au Sénégal avec les autres communautés c'est-à-dire des pays qui entourent? Est-ce que c'est même genre, c'est même approche ou bien quelque chose est différent? C'était mes trois petites questions, mais en tout cas, bravo pour la présentation. C'est très, très bien. Merci, je vous remercie. Alors, je vais commencer par la dernière. Après, si j'oublie, vous me relancez. Alors, on a une cérémonie qui s'apparente à ce qu'on appelle l'accueil de la mariée chez nous, le khakar, chez les Songhai Zarma, le Markanda, qui a été étudié par, oui, le nom. J'ai oublié son nom, en fait. Mais vraiment, elle a consacré un travail important sur ce sujet. J'ai oublié, la personne est au Lacan, j'ai oublié son nom. Donc, j'ai le Markanda que je peux en fait comparer avec ce que nous avons au Sénégal, le khakar, l'accueil de la mariée. Par contre, quand il s'agit de la célébration de la virginité, je n'ai pas trouvé, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je n'ai pas trouvé une façon de le faire comme chez les Wolof au Sénégal spécifiquement. Alors, pour un autre genre, le Dinkane, ça existe un peu partout, même au Sénégal, toutes les ethnies le font. Même si je n'ai pas trouvé d'études, je sais que ça existe, nous on le fait en tant que Diola, mais je n'ai pas trouvé d'études sur ça, je sais juste que ça existe. Alors, l'autre question, j'ai oublié. Il est où? Il est là. Oui, je demandais si l'impression que ça avait sur vous et aussi si, non, là, c'était question d'un homme ou une femme qui fait les mêmes recherches, est-ce qu'il y a une différence? Et l'autre, c'était par rapport aux communautés de la sous-région. Donc, ça, c'était les trois questions, mais on peut le prendre dans n'importe quel ordre. Vous venez d'aborder une des questions. D'accord. Alors, l'impression, personnellement, je l'avais dit à la fin, moi, personnellement, je suis comme... Pardon, je pose la question parce que toute la présentation, toute la soirée, vous ne faites que sourire ou rigoler. Je me dis, et c'est quoi? Est-ce que c'est la pudeur ou quelque chose qui est dans cette recherche qui vous fait réagir comme ça? C'est une impression, hein? Je ne sais pas si j'ai... Je suis comme ça. Que ce soit pour ce sujet ou autre, je suis comme ça, c'est naturel. Alors, mon impression, moi personnellement, avant d'aborder cette recherche, j'avais quand même beaucoup de réticence, beaucoup d'a priori. Déjà, c'est pas connu. Moi, je ne suis pas Wolof, je le dis encore, même si c'est ma langue maternelle. Donc, ce qui fait que ma culture et le Wolof est différente par rapport à pas mal de choses. Par exemple, quand je pense au répertoire, c'est impensable chez un Diola d'insulter, même si c'est chanté. Parfois, j'enregistrais, j'avais la mère et la fille, et il y avait des insultes. C'est impensable, mais quand même, en tant que chercheuse, je me devais juste d'être neutre et enregistrer. Donc ça, c'était une impression. Au début, j'étais choquée, mais après, je me suis dit, bon, c'est une recherche, il faut passer outre, on va dire, son éducation et autres. Et j'avais quand même une vision, on va dire, négative de cette poésie. Je trouvais c'était licencieux, c'était impudique et autres. Mais quand j'ai étudié quand même la poésie, là, je relativise beaucoup et j'ai compris que la subversion et autres n'est rien d'autre qu'une autre forme de communication qui est réservée à vraiment des cérémonies spécifiques et ça a un but précis. Donc là, vraiment, je suis sortie de toutes ces idées que j'avais, les idées reçues, parce que certes, une personne qui n'a pas étudié cette poésie, mais qui pensait comme tout le monde,
que c'était l'essentiel, c'était ah non, 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 ceci, cela, non. Mais quand même, j'ai beaucoup appris et je relativise et je comprends mieux cette poésie, son fonctionnement, son but et autres. Alors, si la recherche pouvait être différente quand il s'agit d'un homme ou d'une femme, moi, en tant que femme, en fait, je peux dire, c'est ma vision, hein, oui, dans la mesure où les chansons ne sont pas très accessibles aux hommes, ces chants. Pourquoi? Ces cérémonies sont réservées aux femmes. Maintenant, je vois qu'en fait, il y a des hommes qui s'intéressent au haha, à la poésie, on va dire féminine en général. Il y a Cissé et Mbaye, mais en général, ce sont des performances fermées. Les hommes, en général, ils ne savent même pas ce qui se dit dans ces fêtes et ce qui se fait. Une fois, je fais une petite digression. J'ai fait une présentation de mes travaux et j'ai un tout petit peu parlé des rites qui accompagnent ces fêtes. Mais il y avait des hommes qui me disaient, mais vous êtes sûr que ça se passe chez les Wolofs? Qui sont des Wolofs? Ils m'ont dit, nous, on a célébré, je ne sais pas combien, des vingtaines de mariages, mais vraiment, on n'a jamais entendu parler de ces rites, de ces cérémonies. Ça se passe comment? Il fallait donner des détails. C'est nouveau. J'ai dit non, c'est pas nouveau, c'est vraiment ancien. Ça fait des siècles que ça existe. Donc, les hommes, ils n'ont pas forcément accès à ces fêtes, à ces cérémonies. Mais ça change un tout petit peu. Certainement, les griottes, elles se sont rendues compte que quand même, ça risque de disparaître. C'est pourquoi elles sont très contentes quand elles voient une personne chercher s'intéresser à ça. Quand j'ai vu quand même des hommes travailler sur ça, je me suis dit, ah oui, les lignes bougent quand même parce que comme c'était des performances fermées, que des femmes, maintenant on a des hommes et ça permet la conservation. Mais le regard peut être différent parce que la femme, elle peut vivre, ce sont on va dire, des moments qu'elle a vécus. Moi, personnellement, parfois j'explique dans la thèse, même si j'évite, parfois j'explique des choses qui sont vécues en tant que femme quand on parle de la nuit de noces. En fait, tout ce qui accompagne l'anxiété, le stress et autres, ça peut-être un homme ne le ressent pas, mais en tant que femme, on peut donner en fait son témoignage ou son point de vue là-dessus, ce qui peut être différent quand même d'un homme. Donc, le vécu ou le regard peut être différent en fait d'un homme à une femme. Je pense avoir répondu à toutes les questions, toutes vos 3 questions. Merci, merci Sally. Alors, je pense que nous avons déjà un petit peu dépassé l'horaire habituel, mais c'est l'intérêt que suscite votre intervention qui explique ce retard. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner quelques qualificatifs justement dans la discussion concernant votre présentation. Les participants sont enchantés par cette présentation qu'ils trouvent passionnante, qu'ils qualifient aussi de belle présentation. Et donc, je pense que votre travail et votre présentation a été beaucoup apprécié par l'ensemble des participants. Donc, on va vous remercier et remercier donc, les participants de ce soir. Et puis, je vous invite donc à lire évidemment le travail de Sally et à consulter aussi les travaux qu'elle a pu déposer. Vous avez déposé beaucoup de choses sur ELAF, Sally? Oui, j'ai déposé, je pense, 3 articles ou 2. Mais une information peut-être qui intéressera. Le corpus sera publié prochainement d'ici 1 ou 2 mois, donc c'est déjà prêt. Les 2 versions, version bilingue, Wolof et français. Donc, c'est un gros corpus de plus de 500 pages donc, que les personnes pourront consulter et peut-être avoir une idée beaucoup plus précise de cette poésie. J'espère que vous avez envisagé une conservation de vos archives son, parce que c'est extrêmement important. Oui.
je conserve, après, je conserve un peu partout, on va dire, sur plusieurs supports pour ne pas les perdre. Merci beaucoup. Bon, il faudrait peut-être penser à une institutionnalisation, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être déposer dans une institution vos archives, parce que, évidemment, ça peut toujours se perdre ou même se détériorer, et ce serait dommage, surtout que vous avez parlé justement de la transmission avec certains des chants qui ont tendance à se perdre, puisqu'on ne pratique plus certains rites, et or la transmission est liée au rite. Et donc, ça serait important peut-être que vous vous souciez de l'archivage du ton que vous avez pu faire pendant les différentes missions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Et donc, Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. à la prochaine séance.